Et si, en l'espace d'une seule nuit, tout pouvait basculer? Imaginez un instant. La lumière, la défense, l'espoir, engloutis sans avertissement, alors que le silence de l'obscurité cache déjà la tempête. Ce scénario, digne des plus sombres pages de l'histoire, s'est concrétisé dans la nuit du 27 octobre, lorsqu'une vague sans précédent d'attaques coordonnées s'est abattue sur Kiev, Odessa et une multitude d'autres régions ukrainiennes. Cette nuit-là, l'Ukraine a été plongée dans le chaos, révélant la brutalité froide et méthodique de la guerre moderne. À peine les premières sirènes retentissent-elles que le ciel s'embrase. Des explosions déchirent la nuit, illuminant l'horizon d'une lueur sinistre. Des incendies massifs consument des dépôts d'énergie et des installations stratégiques, visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde. En un instant, des millions de personnes se réveillent dans la pénombre, assommées, cherchant à comprendre ce qui vient de se produire. Cette nuit n'a pas été une simple coupure de courant, mais une rupture totale de la normalité. Un réveil brutal pour une société qui se croyait préparée. Le véritable objectif de ces attaques va bien au-delà de la destruction matérielle. Les assaillants visent méticuleusement les points vitaux du pays: centrales électriques, réservoirs de carburant, infrastructures militaires. Il s'agit des artères mêmes de l'État ukrainien, des points qui, une fois touchés, paralysent non seulement la capacité de résistance militaire, mais aussi la vie quotidienne de millions de civils. À Kiev, sur le littoral d'Odessa, dans les plaines industrielles du centre, l'énergie et la logistique s'effondrent partiellement en l'espace de quelques heures. Pour comprendre la portée de ce choc, il est utile de se rappeler d'autres moments charnières de l'histoire militaire moderne. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, la stratégie du choc et effroi avait pour but de paralyser l'adversaire par une série de frappes rapides et massives contre des infrastructures clés. Aujourd'hui, l'Ukraine subit une version adaptée à l'ère des drones et des missiles hypersoniques. Une guerre dans laquelle la saturation des défenses, l'asphyxie logistique et la démoralisation de la population sont devenues les armes principales. La défense anti-aérienne ukrainienne, mobilisée à un niveau jamais vu, lutte avec un acharnement remarquable. Pourtant, face à la masse et à la diversité des frappes, drones kamikazes, missiles balistiques, bombes planantes, des brèches s'ouvrent inévitablement. Certains missiles sont abattus, mais beaucoup réussissent à franchir les lignes, saturant les systèmes de protection. Sur les réseaux sociaux, des images terrifiantes circulent. Traînées lumineuses dans la nuit, explosions secouant les quartiers, confusion palpable dans les rues, familles terrées dans les sous-sols. Le choc est immédiat et total. L'énergie s'effondre, la logistique vacille, et le moral collectif bascule. Les coupures de courant plongent des quartiers entiers dans le noir total. Les communications faiblissent, les services d'urgence sont débordés. En l'espace de quelques heures, la stabilité, la sécurité et l'économie d'un pays moderne sont menacées comme jamais. L'angoisse, nouvelle et profonde, s'installe dans la population. Comment a-t-on pu en arriver à une telle nuit de rupture? Pour comprendre, il faut remonter aux semaines qui ont préparé le terrain à cette offensive et décrypter ce que cette nuit révèle, en creux, sur les nouvelles règles de la guerre moderne. Les signes avant-coureurs étaient pourtant là, lisibles pour qui savait observer. Depuis plusieurs semaines, la Russie intensifiait ses frappes sur les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Ce n'étaient plus des attaques isolées, mais une séquence implacable, chaque salve venant user un peu plus les défenses déjà fragilisées du pays. Un exemple frappant. À Odessa, au début du mois d'octobre, une série de frappes a détruit plusieurs réservoirs de carburant et perturbé le fonctionnement du port, essentiel pour l'exportation des céréales ukrainiennes. Les systèmes anti-aériens ukrainiens, soumis à un rythme inédit, peinent à suivre. Les opérateurs de la défense se relaient sans répit, épuisés par la pression constante. L'épuisement guette. Chaque salve déborde un peu plus les capacités de réaction, et la peur de manquer de munitions surface. On se souvient du siège de Sarajevo dans les années 90, où la saturation des défenses civiles avait conduit à des coupures d'eau et d'électricité dévastatrices. Le parallèle est frappant. Aujourd'hui, chaque réparation en Ukraine se transforme en course contre la montre. L'objectif va au-delà du choc immédiat. On observe depuis plusieurs semaines
un ciblage méthodique des points névralgiques du réseau logistique. Dépôts de carburant, voies ferrées, gares de triage, infrastructures portuaires, tous sont frappés. Par exemple, les attaques contre les réservoirs à Odessa, les rails du centre ou les ports du sud visent clairement à asphyxier l'approvisionnement militaire et économique. L'impact sur le transport ferroviaire rappelle la stratégie allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés ont méthodiquement détruit les lignes de chemin de fer pour paralyser la machine de guerre ennemie. À cette pression s'ajoute l'impact croissant sur l'électricité et l'eau. Les frappes touchent centrales thermiques, sous-stations, parfois même barrages ou stations de pompage. Résultat, coupures prolongées, quartiers plongés dans l'obscurité, des milliers de foyers privés d'eau. Chaque réparation mobilise des équipes qui travaillent sous la menace d'une nouvelle attaque. Le souvenir de la tempête Xynthia en France, en 2010, qui avait laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité pendant plusieurs jours, donne une idée de la vulnérabilité des réseaux face aux catastrophes. Mais ici, la menace est humaine, répétée, imprévisible. Ce harcèlement logistique marque un tournant. Désormais, la guerre se joue à l'usure. Il ne s'agit plus de conquérir des kilomètres, mais d'user la résistance, de forcer l'adversaire à consommer ses dernières munitions, ses stocks de carburant, jusqu'à la moindre parcelle d'énergie de la population. Un parallèle historique. Pendant la guerre d'Algérie, la stratégie de harcèlement visait à épuiser l'ennemi moralement et matériellement, jusqu'à lui faire perdre la volonté de combattre. Le risque n'a jamais été aussi grand. Une paralysie durable de l'économie, une société menacée d'effondrement. Car sans logistique, sans électricité, ni armée ni civile ne peuvent tenir bien longtemps. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire contemporaine. Le Liban, la Syrie, la Géorgie, tous ont connu des effondrements soudains lorsque les réseaux logistiques ont cédé. Mais tout bascule vraiment dans la nuit du 27 octobre, lorsque la nouvelle vague d'attaques coordonnées frappe sans relâche. Cette nuit-là, un seuil est franchi, modifiant à jamais l'équilibre du conflit. Ce n'était pas un simple raid, mais une offensive synchronisée, minutieusement planifiée pour frapper chaque artère vitale du pays, à la minute près. Dans la nuit du 27 octobre, l'Ukraine subit un assaut d'une ampleur inédite. Plus d'une centaine de drones et plusieurs dizaines de missiles sont tirés en moins d'une journée. Les sirènes hurlent sur tout le territoire, couvrant les explosions qui zèbrent le ciel et transforment la nuit en champ de bataille. Cette coordination rappelle les grandes offensives aériennes alliées sur l'Allemagne nazie, mais ici, la technologie moderne rend les attaques plus diffuses, plus difficiles à anticiper. Les frappes visent des cibles multiples, toutes cruciales. De Kiev à Odessa, de Poltava à Kremenchuk, jusqu'à Zaporijjia, d'immenses incendies illuminent l'obscurité. À Kiev, des centrales électriques sont durement touchées, plongeant des quartiers entiers dans le noir. À Odessa, les stocks de carburant et les docks brûlent. Les aérodromes, les entrepôts logistiques et d'autres infrastructures stratégiques sont aussi sous le feu, menaçant la mobilité et l'approvisionnement militaire. Dépassés par le volume et la diversité des attaques, les systèmes de défense anti-aérienne se retrouvent sous pression. Les opérateurs n'interceptent qu'une fraction des engins, impuissants devant l'afflux continu de drones et de missiles. Beaucoup réussissent à percer, causant des dégâts majeurs et semant la panique. Cette saturation rappelle la Blitz sur Londres, où la défense anti-aérienne peinait à bloquer la totalité des attaques allemandes. Immédiatement, le réseau électrique vacille. Par endroits, l'obscurité engloutit des secteurs entiers, révélant à quel point ces infrastructures sont vulnérables. Pour les civils, la nuit devient synonyme d'angoisse et de privation. Soudain, l'électricité et la sécurité sont des privilèges précaires. Des familles se retrouvent à cuisiner au gaz, à réchauffer de l'eau sur des poêles, à rationner les batteries et les bougies, comme lors des pires périodes de crise humanitaire. Au-delà des destructions visibles, c'est la résilience nationale qui vacille. L'Ukraine se retrouve au bord d'une crise humanitaire. L'accès à l'électricité, au chauffage et à l'eau étant désormais incertain pour des milliers de foyers. En frappant l'essentiel, l'ennemi vise à briser le moral, autant que la logistique.
L'histoire a montré que la privation prolongée de services essentiels peut provoquer des exodes massifs, des troubles sociaux, voire des épidémies, comme ce fut le cas lors de la crise du Kosovo dans les années 90. À l'aube, le constat est implacable. Ce ne sont pas seulement les infrastructures qui vacillent, mais aussi l'équilibre du front militaire. Un nouveau jour se lève sur un pays ébranlé où chaque décision comptera. L'Ukraine doit réagir vite, avant que le chaos ne s'installe durablement. Les autorités locales mettent en place des points de ravitaillement, des abris chauffés, des distributions d'eau potable, mais la pression reste énorme. Et si le pire n'était pas l'ennemi que l'on voit, mais le chaos qui s'insinue dans chaque recoin, la désorganisation, l'épuisement, la rupture des liens. Cette nuit d'attaque massive n'a pas simplement brisé des infrastructures, elle a fracturé la chaîne logistique et sapé le moral des troupes. À Pokrovsk, plusieurs milliers de soldats ukrainiens se retrouvent sous la menace d'un encerclement brutal. Leurs lignes de ravitaillement, souvent frappées ou sectionnées, laissent craindre l'isolement total à chaque instant. L'ombre d'un nouveau Mariupol s'étend, des hommes pris au piège, privés de vivres, d'aide et de tout espoir de renfort. Ce scénario rappelle le siège de Leningrad, où l'isolement avait causé des souffrances indicibles. Ailleurs, le repli devient la règle. Certaines unités reçoivent l'ordre de décrocher, abandonnant des positions faute d'effectifs ou sous la pression constante. Ces décisions, dictées par l'urgence, dévoilent la fatigue d'une armée qui doit improviser chaque mouvement face à la multiplicité des menaces. Mais le désordre ne s'arrête pas au front. L'effondrement logistique, routes coupées, dépôts incendiés, convois stoppés, accélère la pagaille. Chaque point d'impact prive non seulement les soldats, mais aussi les civils, d'eau, d'électricité, parfois même de soins. L'arrière, naguère bastion, devient vulnérable. Les hôpitaux improvisent, les écoles ferment, les commerces rationnent les denrées essentielles. La mémoire de Mariupol, tombée il y a plus d'une année, glace les esprits. Alors, l'isolement et la confusion avaient forcé la reddition de milliers de défenseurs. Aujourd'hui, malgré les leçons tirées, la menace d'un scénario identique plane sur l'Est et le Sud, là où la pression ennemie est la plus intense. Les familles cherchent des moyens d'évacuer, les autorités locales tentent d'organiser des couloirs humanitaires, mais chaque déplacement est risqué. Sur les réseaux sociaux, la guerre de l'information fait rage. Entre propagande, silences officiels et rumeurs, la frontière entre vérité et mensonge se brouille. Les récits de victoire ou de désastre s'enchaînent, attisant l'espoir ou la peur. Pour ceux qui subissent le conflit, la réalité s'incarne en vies perdues et en kilomètres gagnés ou abandonnés sous le feu. En jeu, la perte possible de plusieurs milliers de soldats, l'érosion du potentiel militaire ukrainien et la démoralisation d'un pays qui se voulait inébranlable. Quand la chaîne logistique rompt, c'est tout un peuple qui chancelle, oscillant entre la rage de survivre et la tentation de céder à l'épuisement. Les psychologues alertent déjà sur la montée des syndromes post-traumatiques, les troubles anxieux, la dépression collective. La question devient alors brûlante. Comment une société continue-t-elle de lutter quand tout vacille autour d'elle? L'histoire offre des exemples de résilience. Londres pendant le Blitz, Beyrouth sous les bombardements, Sarajevo assiégé. Chaque fois, c'est l'organisation, la solidarité et l'espoir qui ont permis de survivre à l'insupportable. Au cœur de cette tourmente, certains refusent de céder. Ils cherchent des solutions, improvisent, et montrent que la résistance se joue aussi dans les détails du quotidien. Des comités de quartier s'organisent pour partager l'eau, la nourriture, l'information. Des bénévoles installent des générateurs, collectent des vêtements chauds, distribuent des repas. Les enseignants improvisent des classes souterraines. Les médecins montent des dispensaires dans les caves. Dans cette nuit sans étoiles, ce n'est pas seulement la lumière qui s'efface, mais aussi les certitudes. Le 27 octobre ne s'inscrit pas comme une nuit de plus dans la saga de la guerre. Elle redéfinit l'affrontement. Ce soir-là, une vague d'attaques coordonnées frappe l'Ukraine, ciblant l'énergie, la logistique et les nerfs d'un pays entier, bouleversant l'équilibre fragile du quotidien. La guerre n'est plus une course à la victoire éclatante, mais un marathon d'endurance. Désormais, tenir sur la durée devient aussi vital que remporter un combat.
Chaque bougie allumée, chaque batterie partagée, chaque mot de réconfort échangé dans l'ombre prend la valeur d'un acte de résistance, minuscule mais essentiel. Les familles se transmettent des astuces pour économiser l'énergie, les associations distribuent des kits de survie, les entreprises adaptent leurs horaires pour faire face aux coupures. Les frappes ne cherchent plus à conquérir du terrain, mais à user, à morceler, à tester la résilience collective. Rétablir l'électricité, le chauffage ou la communication devient un défi permanent, rythmé par les alarmes et la peur. Les équipes d'intervention bravent le danger, réparant encore et encore, sachant que chaque victoire sur l'obscurité peut être effacée au prochain missile. Des applications mobiles informent les citoyens en temps réel, des chaînes Telegram relaient les alertes, des radios d'urgence diffusent les consignes de sécurité. Dans les appartements plongés dans la pénombre, la vie s'organise autrement. On sort les vieilles radios à piles, on partage le peu d'énergie qu'il reste, on improvise des réseaux de solidarité. Les gestes quotidiens, recharger un téléphone, offrir une bougie, transmettre une nouvelle, deviennent des rituels de survie, presque invisibles, mais décisifs. Les enfants dessinent à la lumière des lampes de poche, les adultes organisent des repas collectifs dans les caves pour économiser le chauffage. Pourtant, cette résilience a un coût. L'aide venue de l'étranger, si précieuse, ne suffit pas à enrayer l'usure lente imposée par la répétition des épreuves. Les ressources s'amenuisent, les dons se font plus rares, et l'attente d'un retour à la normale s'étire, indéfinie. Les ONG alertent sur la saturation des centres d'accueil, la pénurie de médicaments, la difficulté d'acheminer l'aide dans les zones les plus exposées. L'avenir ne repose plus seulement sur la force matérielle, mais sur la capacité à organiser, à économiser, à ne pas céder au découragement. C'est la solidarité, la discipline citoyenne, l'esprit d'entraide qui forment le vrai rempart. L'expérience de la pandémie de 2020 a montré que la résilience collective dépend de l'adhésion de chacun aux efforts communs, limitation des déplacements, partage des ressources, entraide entre voisins. Car si la population venait à flancher, c'est l'ensemble du pays qui vacillerait, et avec lui, l'image d'une Ukraine capable de résister à la pression. Chaque nuit dans le froid et l'obscurité n'est pas qu'une épreuve de plus. C'est un test, un révélateur brutal des ressources morales et collectives face à la guerre moderne. Les écoles organisent des séances de soutien psychologique, les radios locales diffusent des messages d'encouragement, les églises ouvrent leurs portes pour offrir un refuge temporaire. Mais jusqu'où cette endurance pourra-t-elle tenir face aux assauts répétés? La suite va révéler si la nation peut transformer cette épreuve en force durable. Les experts militaires rappellent que la guerre d'usure exige une adaptation constante. Diversification des sources d'énergie, création de stocks stratégiques, développement de réseaux de communication décentralisés. Des exercices de préparation aux coupures massives sont organisés dans les grandes villes. Des planificateurs civils travaillent à l'élaboration de scénarios de crise. Quand la lumière s'effondre, la résilience devient notre dernière défense. Après la nuit du 27 octobre, chacun réalise que la menace a changé de visage. Les frappes ne visent plus seulement les batailles lointaines, mais le cœur même de ce qui fait tenir le pays. Énergie, réseau, morale. Tout vacille, tout devient cible. Les analystes internationaux soulignent que cette stratégie pourrait inspirer d'autres conflits, ailleurs dans le monde. Pour l'Ukraine et ceux qui la soutiennent, c'est un basculement brutal. L'obscurité n'est plus un simple manque de courant, mais une sensation de danger imminent, partout à la fois. Chaque attaque, chaque drone, chaque missile rappelle que la guerre moderne s'infiltre dans l'ombre, détruisant ce que l'on croyait acquis. L'angoisse se mue en vigilance, la routine en survie, la solidarité en nécessité vitale. Ce ne sont plus seulement les soldats qui doivent résister. Désormais, chaque quartier, chaque famille, chaque lien de confiance devient une ligne de front invisible. La guerre s'installe dans le quotidien, transformant la peur en vigilance, l'ordinaire en urgence. Les associations locales organisent des réseaux de soutien, des plateformes de partage d'informations, des distributions de repas chauds dans les abris. Il serait facile de croire que tout cela ne nous concerne pas. Pourtant, l'histoire récente l'a prouvé.
Nos sociétés reposent sur des infrastructures tout aussi fragiles, exposées, souvent ignorées. L'énergie, la communication, la logistique, ces chaînes qui nous semblent solides jusqu'au jour où elles cèdent. En 2003, une panne majeure d'électricité avait plongé le nord-est des États-Unis dans le noir pendant plusieurs jours, montrant la vulnérabilité de systèmes pourtant réputés invincibles. La crise ukrainienne agit comme un signal d'alarme mondial. Elle montre à quel point la préparation, l'adaptabilité et la solidarité deviennent vitales. Anticiper, comprendre ce qui menace nos systèmes, c'est déjà résister, ici comme là-bas. Les gouvernements occidentaux multiplient les exercices de sécurité, les plans de continuité d'activité, les investissements dans les réseaux intelligents. Cette nuit de feu révèle la métamorphose de la guerre. Elle n'est plus seulement une question de territoire, mais d'endurance, de capacité à survivre aux coups répétés et à garder espoir. La résilience n'est plus un slogan, mais la condition même de la survie. Les leçons ukrainiennes sont scrutées, débattues, adaptées à d'autres contextes, cyberattaques, catastrophes naturelles, crises économiques. En fermant ce chapitre, une question demeure. Sommes-nous prêts à affronter ce genre d'épreuves? Connaissons-nous nos points faibles? Savons-nous comment les renforcer, ensemble ou seuls? La guerre moderne, loin des clichés, se glisse dans nos vies, transformant l'ordinaire en territoire vulnérable. Les spécialistes recommandent de constituer des stocks d'eau, de piles, de denrées non périssables, de s'informer sur les plans d'urgence locaux. À l'aube de cette nouvelle phase, une certitude se dégage. Apprendre des crises, c'est refuser de les subir. Comprendre l'évolution des conflits, c'est se préparer à l'impensable. Car derrière chaque coupure, chaque explosion, se cache une leçon à méditer, pour aujourd'hui comme pour demain. Ainsi, la nuit du 27 octobre ne doit pas seulement être racontée comme une épreuve, mais comme un avertissement, un appel à la vigilance et à la préparation collective. Car si la lumière revient, la mémoire de cette nuit restera, incitant chacun à bâtir, dès maintenant, les digues invisibles d'une résilience partagée.